Salut à tous. Backseat, c'est le talk show d'actualité politique sur Internet. Si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à rejoindre le Club Backseat pour 15 € par mois en cliquant sur le lien dans la description. On va parler d'un sujet qui fâche en ce moment puisque c'était début octobre dernier, lors de la présentation de la mouture du budget par le gouvernement de Michel Barnier, qu'on a appris que le gouvernement engageait 40 milliards d'euros d'économies. 20 milliards d'euros pour l'État, 15 milliards d'euros pour la Sécu et 5 milliards d'euros pour les collectivités. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avec vous, l'État va donner moins d'argent qu'avant aux collectivités territoriales. Stéphane, très concrètement, tu es le président de la Seine-Saint-Denis. Qu'est-ce que ça représente pour ton département ? Le problème, c'est que ce chiffre, il varie tous les jours et on n'est pas totalement sûr qu'il soit vrai parce que le gouvernement nous dit 5 milliards, les spécialistes des finances des collectivités disent que c'est plutôt 10 milliards. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que si je prends les premières annonces du Premier ministre, ça fait surtout 40 millions en moins pour la Seine-Saint-Denis. 40 millions en moins pour la Seine-Saint-Denis. C'est l'équivalent, par exemple, du budget de tout ce qu'on consacre pour la culture et au moins la totalité et également du budget des sports. Parce qu'on y consacre à peu près 35 millions d'euros par an. Donc, ça veut dire, attends, que si tu supprimes toute la culture et tout le sport en Seine-Saint-Denis... Ça fait encore pas le compte. Ça fait toujours pas le compte, ça il manque fait encore toujours du pas le pognon compte. Bon, sauf que déjà le Premier ministre qui est venu parler au département il y a quelques jours à Angers, je suis reparti d'Angers, je me suis dit, c'est peut-être pas tout à fait 40 millions, c'est peut-être maintenant 25 millions. Bon, mais c'est toujours 25 millions. Milliards. Non, mais pour mon département. Pour mon département, non. Ah oui. Mollo. Alors là, bon, j'ai plus de département dans ce cas-là. Et ça change tous les jours. Et ça change tous les jours. Ok. Fanny, toi, tu es maire d'une ville de 500 habitants. Oui. Ça représente quoi pour toi, ces annonces de baisse de dotation ? Alors effectivement, il y a l'aspect dotation globale de fonctionnement, qui est une recette sur le fonctionnement des collectivités, des communes en fait. Donc effectivement, on a peur de voir baisser cette contribution, mais j'ai envie de vous dire que ça a déjà beaucoup baissé depuis un certain nombre d'années. Donc il y a déjà des communes qui touchent plus rien, qui n'ont plus de dotation globale de fonctionnement. Et après, là où ça nous fait peur, c'est qu'aussi pour les petites collectivités, nous on vit beaucoup des subventions en investissement, c'est-à-dire quand vous faites un gros projet, par exemple vous allez réhabiliter votre école, et vous ne pouvez pas le faire seul parce que vous n'avez pas la trésorerie nécessaire, donc vous allez demander des subventions par exemple au département. Le département est un partenaire financier majeur. Et là, effectivement, on pouvait émarger à 50% de subventions sur certains projets, voire plus. Des fois, on est à 80% de subventions sur nos projets communaux. Et là, on se demande si demain, on pourra continuer à avoir le rythme d'investissement qu'on a eu jusqu'à présent. Alors effectivement, tu l'as dit Stéphane, le budget est en cours de négociation, vous le savez bien, à l'Assemblée en ce moment, c'est un bonheur. Personne ne sait exactement sur quoi on va atterrir précisément. Michel Barnier a annoncé qu'effectivement, il était prêt à négocier pour réduire un petit peu la note. Gérard Larcher, le président du Sénat, qui représente les collectivités et les territoires, a dit que lui, 2 milliards, il pense que ce serait bien, pas plus. On va voir, mais ça représente quand même une baisse. Vincent, toi, tu as fait une commune de 13 000 habitants, la ville d'Autun. Tu as fait tes calculs. Ça représente quoi alors ? Alors, d'une part, on ne sait pas si le budget est voté parce que ça se trouve, il n'y aura pas de budget. Donc, on aura peut-être les dotations de l'an dernier. C'est vrai. Non, mais ce serait presque une bonne nouvelle. Et pour nous, c'est plutôt pas mal. Avant de te répondre, simplement de dire dans quel contexte on est et pourquoi on n'est pas content, quelle que soit notre couleur politique. C'est qu'on nous a dit, il y a un problème de dette, il y a un problème de budget, le déficit a filé, ils se sont plantés dans les recettes fiscales, c'est pas de notre faute. Bon, donc on arrive à 5,5, 6,1% de déficit, c'est vrai que c'est assez scandaleux. Bon, et oh là là, les collectivités sont en déficit, vous êtes mauvais, on va vous taper dessus. Sauf que, et c'est intéressant de pouvoir le dire aujourd'hui, on ne peut pas être en déficit. Nous, on a une règle d'or, on ne peut pas emprunter comme le fait l'État. L'État emprunte pour payer les intérêts d'emprunt, même pas pour rembourser la dette, en réalité, pour payer les intérêts d'emprunt. Nous, on ne peut emprunter que pour investir et on doit avoir notre train de vie courant, c'est-à-dire payer les salaires avec nos recettes courantes. Donc, nous, on peut être un peu plus endetté, un peu moins endetté, mais on n'est pas en déficit, ça n'existe pas. Sinon, c'est le préfet qui arrive, la Chambre régionale des comptes, et ils nous font notre budget. Les collectivités sont de meilleurs élèves que l'État pour des raisons légales. Ils n'ont pas le droit de faire du déficit sur le fonctionnement. Après, la deuxième chose, c'est comment on fonctionne. Ça dépend des communes, mais il y a les recettes de parking, de piscine, de centres aérés. Bon, voilà. Il y a
les impôts locaux, avec parfois des impôts qui sont historiquement élevés. On n'a plus la taxe d'habitation. La taxe foncière. Voilà, la taxe foncière principalement. Ouais. On a été compensé de la taxe d'habitation, mais ça nous a enlevé un levier. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus que jouer sur les propriétaires. Je rappelle qu'Emmanuel Macron et son gouvernement ont supprimé la taxe d'habitation, ça faisait partie de ses promesses de campagne, et que les communes ont été compensées pour ce qu'elles n'avaient plus par la taxe d'habitation. Maintenant, c'est l'État qui leur donne. Avec parfois des discussions sur les calculs qui ne sont pas toujours... Voilà, mais elles ont été compensées du produit de l'année d'avant. Moi, quand j'ai été élu, je me suis dit, il y a trop d'impôts dans ma commune. Qu'est-ce que j'ai fait la première année? J'ai baissé la taxe d'habitation. J'aurais dû m'abstenir ce jour-là, parce que maintenant, je suis compensé d'un montant plus bas. Bon. Donc, on n'a plus que à jouer sur les propriétaires. Dans des communes où parfois on a beaucoup de logements sociaux ou de locatifs, les propriétaires, c'est même une minorité des habitants. Et puis ensuite, on a les dotations. Et alors là, je mets au défi quiconque, mais peut-être que ce soir, on trouvera quelqu'un qui comprend les dotations de l'État. Il y a certaines dotations qui sont liées sur des calculs d'après-guerre, certaines sur des calculs années 70, des revalorisations, des écrêtements, etc. En gros, c'est n'importe quoi. Et donc, on a des dotations. Il y a des communes qui ont beaucoup de dotations. Il y en a qui n'en ont pas. Les communes rurales en reçoivent très peu. Les villes, parfois, c'est beaucoup plus en proportion des habitants. Et donc, on a un seul levier. On a l'État qui nous donne des dotations. Et puis, dernière chose, là, moi, je suis un peu atypique, je pense, dans les maires là-dessus. Mais on a ce phénomène de subvention pour faire des projets. Ouais. Mais c'est quoi ce truc, les subventions? Pourquoi on ne nous donne pas au début de l'année notre budget en disant vous faites ce que vous voulez? Les subventions, quand elles viennent des autres collectivités, ça peut s'entendre parce qu'on collabore entre nous. Mais quand c'est l'État, parce qu'il y a des subventions d'État, l'État nous donne un budget et ensuite nous donne des dotations pour la ruralité. C'est important ce que tu dis, on y reviendra. Effectivement, en fonction d'où vient l'argent, ça ne veut pas dire la même chose en termes d'autonomie financière pour les collectivités territoriales. Même moralement, juste pour finir sur ce point, c'est que l'État tient un peu en laisse les élus locaux qui considèrent souvent comme des sous-traitants des politiques publiques, comme des élus mineurs finalement, des gens qui doivent gérer un peu le quotidien mais qui sont inférieurs à l'État sachant, supérieur, tout-puissant, etc. Et donc, qui nous disent, voilà, si vous refaites votre école, on vous subventionne un peu. Mais je n'ai pas besoin que tu me subventionnes pour savoir qu'il faut que je refasse mon école si elle est en train de tomber en ruine. Et on a ce système de finalement d'aller faire l'aumône auprès de l'État. Vous remplissez des dossiers de demande de subvention pour que l'État accepte, dans sa grande mansuétude, de vous donner quelques aumônes pour... Pire que ça, on paye très cher. Alors, les communes rurales, parfois, n'ont pas l'ingénierie, les gars, pour remplir les dossiers. Nous, qu'est-ce qu'on fait? On paye très cher des gens très intelligents pour remplir des dossiers de subvention qui sont envoyés à l'État et qui sont lus par des gens encore plus intelligents qui coûtent encore plus cher pour nous donner ensuite des queues de cerises. Le système est complètement délirant. On déresponsabilise les maires, on n'a pas de perspective, ça change toutes les 5 minutes et on est dans un système où finalement on est considéré comme étant un peu inférieur et subalterne. Lorraine, toi, tu nous avais dit sur le plateau de Backseat que tu avais eu une réunion à la mairie, une terrible réunion où tout le monde tirait la tronche parce que vous avez découvert la note de ce qu'allaient représenter ces décisions du gouvernement. Oui, après, on tirait la tronche, mais on était surtout énervés, en fait. On était surtout énervés et frustrés. Moi, je l'avais dit, j'ai été élue en 2020, donc pleine crise Covid, etc. Et donc, on commence un mandat, en fait, en crise sanitaire, où on est, en fait, comme tous les Français et toutes les Françaises, devant notre télé, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que les élections sont maintenues? Est-ce qu'on est confiné, déconfiné, machin, etc. Et en fait, depuis le début de mon mandat, et je ne suis pas la seule, j'ai l'impression d'être suspendue constamment à OK, que fait l'Élysée, que veut le gouvernement, etc. etc. Et effectivement, d'avoir en fait très peu de marge de manœuvre dans les décisions. Donc là, on arrive effectivement en réunion. Donc il y a eu les élections. Donc il y a quelqu'un qui avait demandé dans le chat de quel parti politique j'étais. Il faut savoir que je suis élue d'une liste citoyenne. Donc dans ma commune, donc la maire... Ça, c'est les Insoumis. À ce qui paraît. En tout cas, on a un conseil municipal de gauche. Il y a à peu près quasiment tous les partis politiques. Ça va de LFI à communistes, PS, Génération... j'ai oublié. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Parti socialiste. Non, tu l'as dit 2 fois. Non, mais c'était. Okay. Les écolos, voilà. Ouais, donc c'est une liste d'union de la gauche locale. C'est ça. Et moi, j'ai été élue sans étiquette et je le suis toujours. Et j'en suis très fière. Et ça carnet d'adhésion au Modem. Pas vraiment de gauche. Pas trop ma tasse de thé, j'avoue. Désolée, mais mais voilà. Donc en fait, peu importe nos partis politiques, peu importe de quel parti on soutient ou pour qui on a voté, on avait tous la même réaction en fait on perd des millions et c'est en fait nous ça représente à peu près 15 postes
de fonctionnaires. Donc, c'est concrètement des gens qui travaillent dans les écoles, des gens qui travaillent dans la garderie, des gens qui travaillent en cantine scolaire, des gens qui travaillent pour les services techniques, la propreté, etc. Et on se dit, OK, on fait comment ? Effectivement, c'est intéressant ce que tu dis sur peu importe l'étiquette politique. C'est vrai que ça gueule de partout. David Lisnard, qui n'est pas le dernier des bolcheviks et qui est surtout président de l'association des maires de France, tire lui aussi la sonnette d'alarme et dit, comme tu dis effectivement Vincent, on en a marre d'être les supplétifs de l'État et d'être accusés surtout de mal gérer l'argent. C'est une question assez intéressante qu'on peut entendre aussi dans des débats entre citoyens. Les collectivités locales ne seraient-elles pas dispendieuses ? Est-ce que c'est pas un peu des puits sans fond, ces collectivités qui font 1 milliard de trucs ? Est-ce que tout ça est bien nécessaire ? Ça a l'air de t'énerver, ce que je suis en train de dire, Stéphane. Non, mais c'est surtout... C'est fait exprès. Hein. Non, mais c'est surtout que, en fait, pourquoi on parle des collectivités locales ? Parce que dans notre pays, sans vouloir faire un cours d'histoire des collectivités locales, mais quand même, il y a 40 ans, à peu près, il y a eu des grandes lois qui ont dit on arrête, l'État central arrête de tout faire tout seul et de décider pour l'ensemble du pays. Et donc, l'État a accepté de dire maintenant, on va partager la décision. Et ça sera les élus locaux, ceux des communes, ceux des départements, puis des régions, qui vont finalement partager la décision au plus près parce qu'ils connaissent mieux, ils sentent mieux, ils sont plus en rapport avec les citoyens. Et au fil des années, de ce projet qui était un projet politique au sens noble du terme, les relations entre l'État et les collectivités locales, c'est plus de savoir qui est le mieux placé pour faire ça, qui est le mieux placé pour décider comment ça s'articule. C'est devenu exclusivement une discussion financière, budgétaire. C'est-à-dire que l'État, qui ne sait pas gérer ses propres politiques, ses propres actions, comme le disait mon collègue qui a accumulé des déficits, ça fait 50 ans que l'État, le budget de la nation, n'est jamais voté en équilibre. Donc son seul objectif, pour être très clair, c'est excusez-moi l'expression, mais de refiler un certain nombre de dépenses dont il ne veut plus assumer, dont il ne sait plus comment assumer le financement. Et donc, ce n'est plus que ça maintenant. Et donc, on se retrouve dans des collectivités. Moi, je donne un exemple, celui des départements. Les départements, en particulier depuis 20 ans, ils ont toute une partie de leur budget. Donc, de toute façon, je ne décide plus de rien. Je peux faire le malin, mais en clair, quand l'État nous dit c'est au département de payer le RSA, l'allocation pour l'autonomie et pour aider les personnes âgées qui vieillissent à domicile ou en établissement, pour payer des prestations pour l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Et c'est tant mieux, moi je suis favorable au fait que ces prestations-là, elles doivent être partout équivalentes pour tous les citoyens sur tout le territoire. Il ne s'agit pas que l'habitant de la Creuse ou l'habitant de la Seine-Saint-Denis, il n'ait pas le même montant d'aide à domicile, etc. Mais sauf qu'en fait, on n'est plus que des payeurs, pour les départements, aveugles. Moi, j'ai toute une partie de mon budget pour lequel je ne décide de rien. Ouais, le montant du RSA. Le montant du RSA, c'est bien normal, c'est le législateur qui le décide. L'année dernière, le gouvernement a dit qu'il doit augmenter de 4,5%. Monsieur le président du département, vous payez. Et quand l'État nous a donné le paiement de ces grandes allocations individuelles, il y a 20 ans, il nous a dit, la main sur le cœur, bien évidemment, puisque vous ne décidez pas du montant, on va vous donner exactement le montant de ce que vous allez verser. Et en 20 ans, on est passé d'une compensation par l'État à hauteur d'à peu près 95% à une compensation moyenne qui est entre 50 et 60%. Juste un chiffre, pour ne pas en donner trop, en Seine-Saint-Denis, l'écart entre ce que l'État me donne pour payer ces allocations sur lesquelles je ne décide de rien et ce que ça coûte réellement au département, c'est un écart de 450 millions d'euros. 450 millions d'euros. 450 millions d'euros si que l'État tu dois me trouver donnait, toi-même ? Au fil des années, il a bien fallu trouver. Ouais. Si l'État me donnait en Seine-Saint-Denis l'équivalent de ça, je ferais le double d'investissement, des routes, des collèges, des rénovations, des parcs, etc., etc. Et donc, en fait, maintenant, on a un système qui est devenu, en plus d'être complètement inadapté, en plus complètement injuste. Complètement injuste. C'est-à-dire que les citoyens ne sont pas traités de la même manière par l'État sur l'ensemble du territoire. Parce que, du coup, un département très riche, allez, je vais en citer un, 2, 3,
Paris, la Haute-Seine et la Haute-Savoie. Très riches, eh bien, ils ont 5 à 6 fois plus que moi, ou la Creuse, ou l'Aisne, ou la Meuse, pour faire exactement les mêmes missions. Ça, c'est très important ce que tu dis, parce qu'on entend parfois l'idée que, en France, la banlieue est arrosée d'argent public. Il y a plein de dispositifs, il y a plein de subventions, il y a plein de trucs, etc. Tu es président de la Seine-Saint-Denis, le département le plus populaire de France, et tu nous dis, c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse à cause justement de ces relations financières entre l'État et les collectivités locales. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un des Ardennes ici, donc j'en veux pas aux Ardennes, mais j'ai ce chiffre à l'esprit. Quand mon collègue des Ardennes y met 1 euro dans la rénovation de son collège, il est soutenu à 85% par l'État. Quand moi, je mets 1 euro, je suis soutenu par l'État à hauteur de 9%. Pour une raison simple, c'est que l'État nous avait justement donné une aide au moment où il a donné les collèges au département, il y a 40 ans. Il nous avait donné une aide, sauf que depuis 15 ans, il a décidé qu'elle ne bougeait plus. Et donc, que tu aies besoin de construire des collèges, parce que la Seine-Saint-Denis, elle fait plus d'enfants que les Ardennes, ou que tu aies donc plus de collèges que tu rénoves ou que tu construis en plus, bah, que tu en fasses ou que tu en fasses pas, on a le même montant de dotation. Parce que c'est figé depuis 15 ans. Bah, voilà, ça crée des inégalités. Et dans cette République qui, sur tous les frontons des écoles, dit liberté, égalité, fraternité, il y a un truc qui ne va plus. Il y a quelqu'un dans le chat qui demande la part de la dotation de l'État, ça représente combien dans le budget d'une collectivité? Tu saurais dire, Fanny? C'est très variable. Ouais, on ne peut pas répondre à ça. Si je prends l'exemple de ma commune qui vit beaucoup des revenus de l'hydroélectricité, parce qu'on est sur un territoire avec des barrages sur la vallée du Drac, moi j'ai 40 000 € de dotation globale de fonctionnement sur un budget de fonctionnement d'1 million. Donc, vous voyez, pour moi, c'est que dalle. Oui, c'est pas structurant. Ouais. Il y a des collectivités pour qui ça va représenter énormément en termes de fonctionnement. Donc, on ne peut pas avoir une lecture. On a des collectivités, des communes qui sont extrêmement différentes, en fait. Donc, il faut chaque fois, ça demande un examen vraiment précis des communes parce qu'elles sont très différentes d'un coin à l'autre de la France. Mais après, je pense qu'il faut qu'on fasse attention aux choses que l'on dit entre le rural et l'urbain, parce que nous aussi, on a un certain nombre, on a regardé avec attention cette fameuse dotation globale de fonctionnement qui parfois peut être très inégalitaire entre le milieu urbain et le milieu rural, parce qu'en fait, elle se calcule sur la base de la densité de population. Or, nous, on ne gère pas que de la population, en fait. On gère aussi de l'espace. Et ça, c'est vraiment un message fort que souhaite passer l'Association des maires ruraux de France. C'est qu'aujourd'hui, le territoire national, c'est 80% de ruralité. Et dans nos ruralités, on a certes des gens, mais on a aussi des espaces, des montagnes, des forêts, des rivières. Et tout ça est absolument nécessaire avec les enjeux de transition écologique qui sont devant nous. Aujourd'hui, ce n'est pas dans la matrice politique française et il va falloir le rétablir. Donc nous aussi, on réclame que soit revue cette dotation en fonction aussi de la préservation des espaces et des aménités rurales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, oui, s'il te plaît? C'est les services rendus par nos territoires ruraux au profit de tous. Ça va être les sols qui captent du CO2, les forêts qui captent du CO2. Et en fait, ça nécessite des actions d'entretien et de préservation. Et aujourd'hui, malheureusement, ça ne rentre pas dans le calcul de la dotation globale de fonctionnement. Donc, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de la population que ça coûte rien. Exactement, vous avez tout compris. Vincent, toi, ça représente quoi la dotation globale de 10 fonctionnement? millions sur un budget de 25 en très gros. C'est un peu moins de la moitié. Un peu moins de la moitié et c'est à peu près équivalent à l'impôt qu'on lève. Mais je suis entièrement d'accord. C'est là où c'est complètement con de baisser les dotations en ce moment parce que c'est très documenté. Je représente les maires d'Europe au COP. J'étais à Bakou, j'en reviens. Il y a un besoin documenté clair d'investissement dans la transition, à la fois l'adaptation au changement climatique et puis la réduction du CO2. C'est clair, c'est dit, c'est nos engagements internationaux, c'est le bon sens, c'est la lutte contre le changement climatique, c'est même pas politique. Et là, en nous coupant un peu les ailes, on coupe les investissements qu'on peut décider ou pas. Les salaires, ils sont fixes, on peut pas mettre dehors des gens dans la fonction publique territoriale. Il y a plein de choses qui sont décidées et donc on va couper sur quoi? Évidemment, forcément, les investissements, notamment pour la transition écologique. Alors, juste pour reprendre sur 2 points sur les collectivités sont-elles bien gérées? Ça dépend, il y en a qui sont bien gérées, il y en a qui sont clairement mal gérées. Il y a les cours régionales des comptes qui sont là pour exactement. vérifier. Nous, c'est la semaine prochaine, j'ai mon audit final pour le rapport de la Chambre régionale des comptes sur la ville. Donc, je suis assez content pour l'instant de la tournure que ça prend, mais on verra.
Et c'est présenté au conseil municipal, ça peut ensuite amener à des conséquences avec le préfet ou autre si jamais on a fait n'importe quoi. Et puis la deuxième chose, c'est que vous le voyez à chaque élection, vous le verrez dans un an, la question de la fiscalité, de la ville qui est bien gérée ou pas, c'est souvent une question qui est au cœur des campagnes, avec quelqu'un qui va dire, bah, regardez, il dépense trop, pas assez, il pourrait faire des économies, il y a trop de voitures dans la collectivité, il y a du gâchis, etc. Est-ce que vous avez vu, à part François Bayrou, ça c'est mon petit côté un peu... voilà. Mais est-ce que vous avez vu beaucoup de politiques dans des élections présidentielles qui font de la question de la gestion budgétaire, du sérieux budgétaire, de la dette, de la gestion publique, leur cheval de bataille? Le problème, c'est que aussi dans le débat public, et y compris lors des dernières élections, et Emmanuel Macron en avait fait un cheval de bataille, c'est lui qui a fait le plus dériver Et du coup, c'est lui qui a supprimé la taxe d'habitation. Et il a supprimé la taxe d'habitation, il a fortement baissé plein d'impôts, parce qu'il a supprimé la taxe d'habitation, ils nous l'ont compensé. Mais derrière, les impôts n'ont pas été compensés, donc l'État s'est amputé d'impôts. Il y a eu un certain nombre de baisses d'impôts sur les ménages, sur les entreprises, qui étaient peut-être intelligentes, qui étaient peut-être intéressantes, mais qui au final ont fait que notre déficit est juste énorme. Donc on nous a baissé d'un coup, l'État s'est lui-même amputé. C'était, j'en finis, quand je faisais des cours d'économie, je croyais que c'est la théorie qu'on appelle starve the beast. C'est affamer la bête. Affamer la bête. Je pensais que ça n'existait pas, que c'était un truc. Et en fait, c'est un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que pour la pensée un peu néolibérale, on va prendre l'État, on va l'affamer le plus possible, c'est-à-dire en réduisant vraiment les recettes, en baissant très fortement les impôts. Puis au bout d'un moment, on va se rendre compte que la bête a faim, et puis on va couper dans les dépenses. Et donc c'est une théorie, c'est assez Alors on y théorisé. vient, non, Je mais pense qu'on l'a attends, fait on de y manière vient. empirique, mais au final, c'est un peu le même résultat, quoi. On y vient parce que j'en ai entendu, et pas qu'un seul, rappeler une idée comme ça, qui serait pourquoi qu'on supprimerait pas des collectivités? Après tout, vous connaissez le millefeuille, le millefeuille territorial, tout ça, c'est beaucoup d'argent public. Est-ce que c'est bien nécessaire dans un grand pays développé comme le nôtre d'avoir 36 000 communes, d'avoir des départements, d'avoir des régions, et en plus il y a l'État, et puis ensuite il y a l'Union européenne? Bon, Stéphane. d'abord, on essaye de nous expliquer que la France aurait un niveau de collectivité bien supérieur à tous les autres pays européens. C'est pas totalement démontré parce que les 3 niveaux, dans plein de pays européens, il y a 3 niveaux. C'est pas organisé de la même manière, ça n'a pas exactement les mêmes compétences, mais rien ne montre que on soit totalement atypique. On a une spécificité qu'il faut reconnaître, c'est que on a un nombre très élevé de communes. C'est-à-dire qu'on a parfois des toutes petites communes. Très utile. Oui, mais je précise que la commune de Fanny est issue d'une fusion de 2 communes. Bon, voilà, donc ça veut dire que, puisque c'est 500 habitants, 500 je crois. habitants. Bon, donc ça veut dire qu'il y avait en Et Seine-Saint-Denis. 5000 hectares. Moi, j'ai 40 communes. Il y a une commune de 5000 habitants. Bon, alors que la plus grande doit avoir 110 000 habitants. C'est là qu'il faut qu'on parle des intercos, parce que les communes ont de plus en plus fusionné, plus ou moins. Exactement, elles se sont regroupées. Elles sont regroupées, voilà. Comme dans d'autres pays, ils ont plutôt poussé, voire incité, voire même imposé la fusion des communes. Nous, quels que soient les gouvernements, personne n'a fait ça, mais a incité les communes à se regrouper. D'ailleurs, en province, ça fonctionne pas si mal que ça, l'intercommunalité. Oh, on peut en parler. C'est variable. Ça s'est fait dans la douleur. Mais par exemple, en Ile-de-France, ça ne marche absolument pas, l'intercommunalité. Mais vraiment pas, non. Notamment en 92, dans les départements de petite couronne. 92, 93 et 94, ça ne fonctionne pas bien. Je veux dire, ça a été imposé, les choix de regroupement ont été imposés, les maires. Le problème, c'est que, en fait, les seuls qui ont la légitimité démocratique, ce sont les maires. Je veux dire, dès lors que, plutôt que le président de l'intercommunalité, à partir du moment où le suffrage universel, le citoyen, quand il va voter, il vote directement pour son maire, il a le sentiment que c'est à lui qu'il doit demander des comptes. Le président du regroupement de communes, il ne le connaît pas, il n'a jamais voté pour lui directement. Il n'a pas eu le débat sur les impôts, les services, et donc ça, c'est quand même un problème dans notre pays. En fait, je veux dire, il faut qu'on choisisse. Soit on essaye de faire des plus grandes communes, mais la légitimité, elle est dans ce cadre-là. Soit, si ce n'est pas adapté, il ne faut pas vouloir tout faire. Donc, je trouve qu'on a quand même besoin de se reposer un peu ce débat-là. Mais moi, mon principal cheval de bataille, c'est l'égalité entre les territoires et les citoyens. Ce n'est pas acceptable qu'avec les modes
les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Depuis la décentralisation, on a créé de trop grandes inégalités. Ce n'est pas juste que l'État ne consacre pas la même chose, les mêmes moyens à un citoyen de la Seine-Saint-Denis pour son école, à un vieux des Alpes-Maritimes ou de la Creuse. C'est ça la réalité d'aujourd'hui. Eh bien, écoutez, moi, je n'accepte pas ça et je continuerai à dire qu'il faut remettre à plat, il faut tout changer dans les relations financières entre l'État et les collectivités locales. Deuxième sujet, notamment les impôts. Moi, peut-être que j'ai un point de vue un peu différent de mes collègues maires, c'est que c'est bien gentil le pouvoir de lever les impôts au niveau local, mais là aussi, c'était la manière dont on avait construit la fiscalité, les impôts locaux dans notre pays, c'était très injuste. Tu veux parler de la taxe professionnelle, la taxe d'habitation? La taxe professionnelle, la taxe d'habitation, la taxe foncière. Je vous donne un exemple, encore une fois, et c'est le dernier. Un locataire riche du centre de Paris, il pouvait, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, payer moins d'impôts locaux qu'un petit propriétaire pas très riche de Clichy-sous-Bois ou de Sevran en Seine-Saint-Denis. Parce que personne n'a jamais eu le courage, et l'État en particulier, de dire il faut remettre de l'ordre dans tout ça, parce que, et en plus personne n'y comprend rien sur la manière dont tout ça est calculé. Et donc moi, mon sujet, c'est la justice. La justice. Or, notre système de décentralisation et de financement des collectivités locales, il est devenu obsolète, plus personne ne comprend rien, et il est surtout très injuste. Lorraine, on a vu que les relations entre l'Élysée et les collectivités locales ont connu des hauts et des bas. Quand Emmanuel Macron a été élu en 2017, il n'avait pas beaucoup d'égards pour les collectivités. Il est tombé fou amoureux des collectivités au moment du Covid. Il a dit que les maires, c'est formidable, c'est extraordinaire. C'est trop cool, heureusement qu'on était là. Voilà, exactement. Et aujourd'hui, voilà, les collectivités doivent participer aux efforts budgétaires. Tu l'as ressenti dans ton mandat, ces hauts et ces bas? Oui, en fait, effectivement, on est passé de, par exemple, pour les centres de santé, où beaucoup de communes ont investi, dont Fos. C'était cool parce que ça permettait que pas mal de personnes se fassent soigner. Donc là, ils ont dit oui, c'est cool, vous avez bien investi de l'argent, c'est vraiment heureusement que vous êtes là, etc. Mais moi, j'ai ressenti un deuxième, un espèce de revirement, notamment quand il y a eu les émeutes, où je trouve qu'il y a pas mal d'élus en fait se sentaient abandonnés en fait suite aux émeutes après la mort de Naël, où il y a eu des bâtiments publics notamment qui ont été détruits. Nous d'ailleurs notre mairie, heureusement qu'il y avait des élus sur place pour protéger littéralement le bâtiment, parce qu'il y a eu un côté qui a été détruit, etc. Et là on s'est dit oui, effectivement on est en première ligne. Généralement, on ne peut pas aller à l'Élysée et rentrer dans l'Élysée et demander des comptes. Mais par contre, généralement, les gens ils connaissent l'adresse de leur maire ou des élus, des adjoints, etc. Et en fait, on est en première ligne contre tout le mécontentement. Et en fait, finalement, on doit toujours réexpliquer. Non, mais en fait, ça, c'est pas nous, ça, c'est l'État. Ça, c'est pas nous, ça, c'est le département. Ça, c'est pas nous, c'est la région, etc. Et on ne se sent pas aidé du tout dans cette mission-là, en fait. Les maires sont à portée de baffe, comme on dit. C'est ça, et ils s'en prennent parfois qui leur sont pas destinés, mais ils se la prennent quand même. Ou à des réseaux sociaux aussi, parfois. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est un sujet intéressant. À ce propos, d'ailleurs, sur le profil des maires, toi, Vincent, tu as un CV un peu particulier pour un maire. Tu t'as fait Louis le Grand, HEC, Sciences Po, tu as été professeur en affaires européennes à l'Université de New York, tu as été très proche du milieu des startups et de l'innovation. Et tu t'es présenté à une élection municipale dans ta commune de 13 000 habitants. C'est intéressant, ça. Et puis j'ai été élu avant 30 ans, ce qui représente 0,1% des maires. Et depuis 7 ans, je suis toujours le plus jeune maire de mon département. Donc j'attends à chaque renouvellement. On verra 2026. Voilà, et j'espère qu'en 2026, je serai toujours là, mais qu'il y aura quand même des gens plus jeunes que moi pour prendre la relève. Mais alors, qu'est-ce qui t'a attiré dans le boulot de maire? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est une tannée. Après, et que c'est très mal payé. Alors. Tout à fait. Et ça revient aussi, y a-t-il trop de communes? En France, on a 900 000 candidats aux élections municipales, quasiment, à peu près. Et on a 500 000 élus locaux qui représentent la moitié de tous les élus locaux de toute l'Union européenne.
Donc, moi, je considère que oui, il y a trop de communes et qu'un maire de 80 habitants, c'est plus un chef de tribu qu'un maire. Quand je l'ai dit d'ailleurs, devant les maires ruraux, ils m'ont regardé avec des gros yeux, donc je ne serai jamais sénateur de mon département. Ouais, c'est à peu près sûr. Là, tu viens de te cramer. Hein, mais au-delà de ça, il y a 500 000, il y a plus d'un demi-million de personnes qui sont élues, avec pour la majorité qui sont bénévoles. Et pour ceux qui sont indemnisés, enfin, je ne sais pas si moi je peux dire, hein, c'est 2 700 €. Hein, et je ne prends pas le maximum parce que peu de maires prennent le maximum, mais je pourrais être tout le monde n'est pas maire de Paris, à 10% de plus. Mais il y a une étude du Cevipof qui est sortie, jusqu'à maire de plus de 100 000 ou 150 000, on est en dessous du SMIC horaire. Et quand on a clairement beaucoup de personnes qui ne peuvent pas faire à plein temps et qui ont un travail à côté. Les maires ruraux, on ne peut pas vivre quand on est maire d'une commune de moins de 1000 ou 1500 habitants. Bon. Et d'ailleurs, on a le droit de travailler en même temps. Ce n'est pas un métier, c'est un mandat. C'est une fonction. Donc, c'est quand même très beau qu'on ait cet investissement citoyen qui soit très fort. Et dans mon cas, comme dans d'autres, il y a plusieurs motivations. L'étude du Cevipof est hyper intéressante aussi parce qu'elle dit qu'est-ce qui motive les gens. Bon, c'est pas tellement l'argent, même si effectivement dans des grandes villes ou des mandats importants, ça peut être défrayé de manière correcte. C'est la reconnaissance des citoyens. Et puis, pour certains, c'est le virus de la politique. C'est-à-dire que quand à 16 ans, on était en train de coller des affiches pour le oui à la Constitution européenne, Tu parles de toi, là. J'avais compris, je l'avais. Je sais que c'est un exemple très atypique. Hein, tu as dit que j'étais atypique. Plutôt le nom. Mais voilà, voilà, mais souvent, ça peut passer par le syndicalisme. D'accord, donc c'était une passion que tu avais avant même tes études. C'est une fibre. Et puis après, j'étais militant étudiant dans les partis jeunes. Et puis ensuite, j'ai été candidat en 2010 au fin fond d'une liste, toujours du même parti, Orange, qui a fait moins de 3% aux élections régionales. Et puis ensuite, je suis allé voir le maire de ma commune. J'ai dit, en fait, ça m'intéresserait finalement de pouvoir rentrer dans le conseil municipal. Si vous trouvez que j'ai des choses à apporter, j'ai été élu, j'ai été adjoint. Et le non-cumul, qui a permis que, en fait, des T'es pour le non-cumul ? Je suis ultra pour le non-cumul. T'es pour le non-cumul, donc t'es en désaccord avec François Bayrou. Non, mais très bien. Il a changé d'avis plusieurs fois, je crois. Ouais, plusieurs fois. Non, mais excuse-moi, je te taquine. Mais il y a une question pour les sénateurs. Par exemple, les sénateurs, comme sont élus par les maires, est-ce qu'ils ne peuvent pas en même temps être maires ? Ce serait pas complètement délirant. Mais n'empêche que le non-cumul a permis à toute une génération de jeunes élus de faire que le maire a été élu député, et puis finalement, c'est un adjoint qui a été élu maire. Ce qu'on a vu en 2017. Puis en 2020, 22, 24, on a vu l'effet inverse. C'est que plein de maires qui avaient été élus députés et étaient bien placés pour le voir, se sont dit c'est un peu déprimant à l'Assemblée, je ne sers pas à grand-chose, c'est un peu le bordel, je suis à Paris, je connais personne me dit bonjour, je suis dans une petite piole, je passe ma vie dans le TGV, ma femme m'a quitté. Bon, tiens, si je revenais... Non, mais c'est vrai, ce que tu dis est vrai. Voilà, il y en a beaucoup qui préfèrent être maire que député. Et donc on a eu l'effet inverse, et c'est intéressant dans le cumul, parce qu'au final, il n'y a plus de hiérarchie. Avant, il y avait une sorte de cursus honorum, on était conseiller municipal, adjoint, éventuellement conseiller départemental ou conseiller régional, maire, député, etc., dans les mandats, dans la progression, et c'est pour ça aussi que les maires étaient assez âgés. Maintenant, finalement, comme on ne peut pas être maire et député, ça a, je trouve, revalorisé la fonction de maire, qui finalement a des moyens d'action, décide, a un exécutif, a un budget, même s'il est amputé, il y a quand même un budget. Un député a 0 budget, il n'y a même plus en plus d'enveloppe parlementaire. Et donc, je pense que ça a revalorisé le mandat, et c'est aussi pour ça qu'il y a tant de personnes qui se présentent. Il y en a qui ont des convictions politiques, il y en a qui aiment bien la reconnaissance, et c'est un moteur important. Et puis, il y en a qui se disent, oui, si demain, j'ai 10 000 € ou 20 millions ou 38 millions et que j'ai des idées et que je veux faire avancer mon territoire, et je pense qu'il faut construire des stades, des piscines, un musée, et que je le traduis et je le présente, et les gens me font confiance et on y va, et qu'à la fin de mon mandat, il y a une piscine, il y a un musée, il y a un stade, c'est aussi satisfaisant. Fanny, depuis le début de l'émission, je te présente comme une mère de petit village, mais tu es une mère particulière puisque tu mets considérablement en avant l'action citoyenne. Tu peux nous en parler parce que ça a un lien avec les questions budgétaires qu'on aborde. Oui, totalement. Ça a un lien avec les questions budgétaires qu'on a abordées. Ça a un lien aussi avec est-ce que les petites communes, ça a encore du sens dans notre organisation républicaine. Moi, en tout cas, je suis venue à la politique par le village. J'aurais pas croisé mon village, je ferais pas de la politique aujourd'hui. Et je précise que tu étais secrétaire de mairie avant de devenir maire toi-même. Exactement. Moi, j'ai débarqué dans le Trièves, qui est un coin très rural, parce que je suivais mon compagnon qui avait repris l'exploitation agricole de ses parents. Et donc, j'ai cherché un boulot et j'ai été recrutée par un maire qui m'a fait confiance. J'ai été secrétaire de mairie de mon village de 250 habitants.
Et en fait, j'ai découvert la ruralité et ce petit village. Moi, ça a changé ma vie. Parce que en fait, ces petites organisations que sont le village, elles sont hyper importantes parce que en fait, vous n'êtes pas invisible là-bas. C'est-à-dire qu'il y a une communauté d'habitants qui est suffisamment resserrée pour que chacun ait sa place, son importance, que personne ne soit laissé sur le bord du chemin. La tribu dont parlait Vincent. C'est un peu la tribu, mais moi je trouve ça chouette en fait. Et quand on est dans une société du vide, ça fait du bien de se sentir dans une communauté. Et du coup, moi j'étais face à ces enjeux. On est tous face à des enjeux qui sont flippants. Et du coup, je ne savais pas comment m'engager. Et donc, j'étais un peu perdue. Et je suis arrivée dans ce village. Et comme on n'a pas beaucoup de moyens, et c'est la culture rurale, en fait. C'est qu'on fait les uns avec les autres, qu'on se remonte les manches à un moment. C'est-à-dire qu'on va entretenir les sentiers ensemble. On se remonte les manches pour ouvrir le café-épicerie associatif en fonction des temps de bénévolat. On fait des trucs comme ça. Et moi, je me suis retrouvée dans un réseau d'acteurs hyper ouvert où on m'a dit « Ok, tu as des compétences, tu vas venir faire ci, là. » Et en fait, j'ai fait société avec les autres. Moi, ça a changé ma conception de la politique où je me suis dit « Mais peut-être que c'est ça, en fait, faire cité ensemble, construire ensemble un village où chacun a sa place, où on arrive à changer un peu le cours de l'existence parce qu'on se remonte les manches et que c'est envisageable ensemble. » Et c'est comme ça que donc j'étais d'abord secrétaire de mon mairie, de ma commune, pardon, où en fait on a vécu un moment de désertification rurale assez important. Et du coup, moi je suis arrivée avec des compétences en participation citoyenne, parce que j'avais ça un peu dans ma besace technique. Et on s'est mis à rêver notre village en commun. Et avec les citoyens, on s'est dit, allez, on va pas laisser mourir ce village, on va faire des choses ensemble. On a ouvert un café-épicerie associatif, on a sauvé l'école, on a fait des jardins associatifs, on a ouvert une carrière et caisse communale à gestion associative. Après, il y a plein de porteurs de projets qui sont venus vers nous. On a ouvert un petit musée interactif de la marionnette avec les habitants. Les habitants viennent sur les temps d'activité périscolaire pour transmettre leur savoir, leur savoir-faire. Aujourd'hui, on a un projet de cantine ouverte. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un village qui a failli perdre son école et tout perdre, en fait, en 2016, et qui s'est pris en main et qui, aujourd'hui, écrit ensemble la partition politique au sens noble du terme, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble ici et maintenant sur notre territoire. Et en tout cas, moi, je trouve que c'est très, très porteur. Je pense que ça peut se faire qu'à petite échelle. Et je pense aussi qu'il n'y a que ce genre de village qui peut emmener sur un parcours politique quelqu'un comme moi. Et ça a pas de prix. Vraiment. Ben ouais, non, mais bravo pour ce que tu fais, Fanny. Toi, Stéphane, qu'est-ce que tu en penses de cette opposition entre politique locale et politique nationale? Est-ce qu'il y a une opposition déjà? D'abord, moi, je ne crois pas que l'avenir de notre pays, ce soit de dire seulement qu'on va tout résoudre par les territoires. Bien sûr qu'il faut... c'est un échelon où on peut agir, c'est un échelon où on peut favoriser la participation. Et l'exemple que vient de donner ma collègue en est l'illustration. Mais il y a des fois cette tentation de dire, face à la crise de la société, face à la crise démocratique, face à la crise des partis politiques, on va tout régler par le local. Moi, je ne crois pas ça. Bien sûr qu'il faut la démocratie locale, la participation, l'échelon communal, l'échelon de chacune des collectivités. C'est souvent... Ça peut, et encore une fois, cet exemple, mais on en a dans nos territoires où, à travers les budgets participatifs, à travers des comités de quartier, à travers de très nombreuses initiatives, on arrive à reformer des communautés, à refaire participer des gens, à essayer d'aller chercher en particulier les jeunes et les milieux populaires qui sont ceux qui votent le moins. Donc tout ça est vrai. Mais je crois qu'on a besoin d'un projet politique aussi global, avec des idées, avec des alternatives, avec des projets qui sont pas les mêmes, qui donnent le sentiment qu'il y a des choix à faire et que la politique, y compris quand il y a des contradictions, ça ne veut pas dire que c'est la guerre civile. Mais moi, je pense que notre pays il a besoin qu'on assume des choix, parce que quand... quelques années, notamment avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, il nous a expliqué que la gauche, la droite, tout ça, c'était fini, c'était le bon sens et il y avait finalement une seule politique possible. Bah ouais, mais quand on théorise cette idée qu'il n'y a qu'une seule politique possible, eh bien, il y en a quelques-uns qui arrivent et qui nous expliquent que non, pas du tout, eux, ils ne sont pas d'accord avec ça et c'est les extrêmes. Et en l'occurrence, on se retrouve avec une extrême droite qui n'a jamais été aussi élevée dans notre pays. Donc moi, je crois qu'au contraire, nos concitoyens, qu'est-ce qui fait, de mon point de vue, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont autant retirés? Il y a de multiples raisons. Mais je pense que s'ils se sont aussi retirés, c'est parce que, bien souvent, et ma collègue le disait aussi, on passe notre temps, notamment les élus locaux, à leur expliquer « Ah ben non, c'est pas de notre faute. Ah ben non, ça on ne peut pas le faire. Tu comprends, c'est le département, c'est la région, c'est l'Europe. » Et on leur envoie, comme l'État,
un sentiment d'impuissance publique, Totalement. on ne peut pas faire. Il y a comme ça un truc qui se déroule là contre lequel on ne pourrait rien. Mhm. Et on peut raconter ce qu'on veut. Moi, vous avez compris, je suis plutôt un opposant à Emmanuel Macron, mais je reconnais un truc pendant la crise Covid. C'est que là, pendant la crise Covid, c'est la politique qui a décidé. C'est la politique qui a décidé. Moi, je plaidais pour la réouverture le plus tôt possible des écoles, par exemple. Parce que quand les gamins de la Seine-Saint-Denis ne sont pas à l'école, eh bien, ils n'ont pas des répétiteurs à la maison que leurs parents peuvent leur payer et des parents qui peuvent s'engager exactement de la même manière que quelqu'un qui est bien né. Bon, quand les gamins de la Seine-Saint-Denis ne sont pas à l'école, eh bien, ils n'ont pas tous la possibilité de prendre un repas. Donc moi j'étais favorable le plus tôt possible, avec des règles, avec des conditions, avec de la sécurité sanitaire, etc. Mais j'étais pour. Et si le politique n'avait pas décidé, eh bien peut-être que c'est d'autres décisions qui auraient été mises en œuvre. Et donc j'insiste sur cette idée que si on veut que finalement les gens s'engagent, fassent des choix, il faut qu'ils aient le sentiment que participer, donner son avis, eh bien, c'est le résultat de choix possibles. Or, je trouve quand même qu'avec et la dépolitisation et avec une forme d'individualisme dans la société, mais aussi avec des idées dominantes de plus en plus libérales dans la société, on passe notre temps depuis 30, depuis 40 ans, encore une fois, à dire... finalement, on ne peut rien faire, quoi. Donc, et l'État a eu tendance, notamment, à se désarmer. Qu'est-ce qui fait que les élus locaux ils sont aussi en colère vis-à-vis de l'État? C'est que quand monsieur le préfet, il y a le ministre qui lui dit on va faire telle politique, et à vous, monsieur le préfet, de la décliner partout en France. Quand le préfet il se retourne, bien souvent, il ne peut plus appuyer sur un bouton pour dire il y a les services de l'État qui vont agir. Il n'en a plus dans plein de territoires. L'État local, avec ses fonctionnaires capables de mettre en œuvre la politique que le gouvernement a décidée, en fait, à l'échelon local, ça n'existe plus. Et bien souvent, il est obligé d'appeler le président du département, le maire de la grande ville, le maire de la métropole pour dire il y a cette politique-là à mettre en œuvre, venez nous donner un coup de main pour le faire, monsieur le maire, monsieur le président. Et donc, tu l'as souvent au téléphone, Emmanuel Macron? Emmanuel Macron, non, mais mon préfet, oui. Ton préfet, oui. Mon préfet, oui. Quand il a fallu faire, comme disait ma collègue, les centres de vaccination, l'information, de l'aide alimentaire, parce qu'il n'y avait plus rien, le préfet il nous appelait, il nous disait vous croyez que vous pouvez avoir des agents bénévoles qui vont s'occuper de tout ça? Et c'est ça qui aussi fait cette opposition en ce moment entre l'État et les collectivités locales, c'est que l'État, désormais, il s'est tellement désarmé pour agir qu'il est obligé de faire avec nous. Et donc, on ne supporte pas. Finalement, il décide du jour au lendemain de nous faire payer la facture que lui, il a accumulée. Fanny, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, je voulais réagir parce que assez rapidement, quand on parle de l'expérience de Châtel-en-Trièves, on dit que c'est une petite histoire parmi d'autres et que finalement, il faut se reposer des grandes questions nationales. Moi, je pense en fait qu'il va falloir regarder avec beaucoup plus d'attention ce qui peut se passer comme innovation démocratique dans les territoires ruraux. Je pense que de replacer la commune au centre de l'édifice républicain, c'est vraiment beaucoup de courage politique et je pense qu'il y a un grand chantier qui est devant nous, que notre société, elle en manque de trouver sa place, de reconnaissance et de capacité d'expression. Et je pense que c'est vraiment ouvrir une marge de réflexion et qui n'est pas uniquement liée au territoire rural. Moi maintenant, je demande aussi comment est-ce qu'on fait village en ville? Comment est-ce qu'on réacquiert sur nos territoires de vie une capacité de reconnaissance, de confiance et de mise en action, et que ce ne soit pas uniquement quelque chose d'intellectuel? Parce que franchement, 5% de la population en capacité de venir discuter un PLUI, et vous allez me dire que je ne sais pas ce que c'est, vous avez bien raison. C'est-à-dire que nous devons construire maintenant dans notre fonctionnement démocratique, si on veut que ça intéresse les gens, les conditions de la contribution réelle. Et ça passe par du concret. Comme moi, je vais aller construire avec mes citoyens les étagères du café épicerie associatif. Comment est-ce que je trouve aussi dans l'espace de la ville des espaces de contribution ouverts où je peux mettre ma marque dans la cité? Et c'est pas uniquement anecdotique. Donc moi, je pense qu'il y a un grand projet de société autour de ça, autour de replacer l'élu local et notamment le maire vraiment dans un rôle politique, parce qu'aujourd'hui, on n'a que des élus qui font de la gestion. Et moi, en tout cas, c'est peut-être que j'ai encore un rapport d'étonnement parce que je ne devais pas faire de la politique et que j'y suis arrivée par hasard. Mais moi, ça me frappe de voir tous ces élus qui ne font pas de politique et qui font que de la gestion, à parler de chiffres, à parler de techniques, dont les agendas sont en fait structurés par des techniciens à des échelles XXL où on comprend même plus ce qui se passe. Et moi, je pense
pense que finalement, l'interpellation de la ruralité, elle va permettre la réémergence du politique au sens noble du terme. Et j'en finirai par un sujet qui, moi, je pense, a toute son importance aujourd'hui, c'est celui des cahiers de doléances, parce qu'on voit que c'est un sujet qui monte. J'allais t'en parler puisque Michel Ouais. Barnier a annoncé qu'éventuellement, peut-être, on allait pouvoir y avoir accès. Et bah, alors, Éventuellement, peut-être. Hein. Éventuellement, J'ai peut-être. précisé. En tout cas, je voulais quand même repréciser que les cahiers de doléances ont été lancés par l'Association des maires ruraux de France. C'est vrai que parce qu'on a été complètement invisibilisés sur cette séquence-là. C'est-à-dire qu'il y avait les gilets jaunes et cette colère qui montait. Et donc les maires ruraux, l'Association des maires ruraux de France a dit « Allez, pour permettre une expression de cette colère, on va faire l'opération mairie ouverte ». Donc on a appelé l'ensemble des communes à ouvrir les mairies, à mettre des cahiers dans les mairies. C'est comme ça que ont été faits les cahiers de doléances. C'était 20 000 cahiers, plus de 200 000 contributions en ligne qui ont été remis d'ailleurs par le président de l'Association des maires ruraux de France, Michel Fournier, maire des Vouavres, village dans les Vosges que je salue aujourd'hui. Et donc, à partir de là, rien n'en a été fait. En tout cas, nous, on estime que là, il y avait les bases d'un nouveau contrat social, qu'il y avait vraiment les bases d'une révolution de la proximité telle que nous, on appelle, et qui est vraiment un nouveau paradigme de l'action publique. Donc, nous avons décidé, à MRF, qu'on allait reprendre les cahiers de doléances parce que c'est de nous que c'est parti. Alors, c'est pas pour se les accaparer, c'est juste parce qu'on pense que nous, on est encore dans une forme de proximité avec nos concitoyens et qu'il peut y avoir de la confiance dans la restitution de ce travail. Donc, ça va être un grand chantier pour nous en 2025. On va ouvrir ces cahiers, on va les rendre publics à tous et surtout, on va les réactualiser parce qu'il y a eu quand même quelques années assez structurantes qui sont passées par là. Et l'idée, c'est d'arriver avec les bases d'un nouveau contrat social qui sera porté par les maires ruraux, mais c'est en fait, c'est vraiment les citoyens qui vont pouvoir s'exprimer. Nous, on va être juste un véhicule pour porter cette parole et de venir interpeller le pays et notamment les partis politiques sur la crise que l'on traverse et sur les bases de construction d'une révolution de la proximité. C'est important ce que tu dis parce qu'effectivement, la 6ème République, c'est peut-être pas pour demain. Par contre, la démocratie locale, c'est dès maintenant. Et il existe des choses peut-être autour de vous, des personnes qui portent des projets de participation citoyenne. N'hésitez pas à vous en rapprocher. Lorraine, tu voulais dire quelque chose ? Oui, en fait, je voulais rebondir sur la question de la participation citoyenne, parce qu'en fait, pour un peu reprendre ce qui a été dit depuis, moi, je trouve qu'il y a un réel problème, notamment dans les mairies, en fait, où moi, j'ai 27 ans, je suis la plus jeune de ma ville, et en fait, là, vu tout ce qui s'est passé pendant le mandat, etc., au niveau personnel, professionnel et même local, je me dis, en fait, 2026, je pense pas que je vais repartir. T'es pas sûr d'y retourner, ouais. Clairement pas, parce que c'est extrêmement compliqué. C'est en dessous du SMIC, c'est très mal indemnisé, etc. Il y a très peu de moyens, et finalement, j'ai pas mal l'impression de faire, oui, de la gestion plutôt que vraiment de la politique, et c'est ce que je voulais faire, en fait, de base. Et en fait, je trouve qu'effectivement, ça pose énormément de questions par rapport à la citoyenneté dans ce pays, où, notamment pendant le congrès des maires, il y a, je vais oublier son nom, le président de l'AMF qui parlait, en fait, que David Lisnard. Oui, voilà, que les élus locaux seront peut-être les gilets jaunes de demain, parce que en fait, les gilets jaunes, ce qu'ils demandaient aussi, c'était plus de démocratie participative. Et je pense que les élus locaux, en fait, finalement, pour beaucoup d'entre nous, en tout cas, c'est aussi ce qu'on demande. C'est aussi à être pris en compte. C'est aussi que notre colère soit écoutée. C'est aussi parce qu'on est à portée d'habitants, contrairement à beaucoup d'élus. Et finalement, en fait, on est témoin de ce que ressentent les habitants par rapport à l'impuissance aussi à laquelle ils font face, où justement on leur dit en fait nous on n'a pas la prise sur telle ou telle chose, mais aussi il y a eu des mouvements sociaux dans ce pays depuis un certain nombre d'années contre plusieurs coupes budgétaires, etc. Et en fait on en est où? J'ai l'impression que ça fonctionne pas et qu'il y a énormément de gens qui se disent en fait ça sert plus à rien, et qu'il y a ce rapport maintenant au service public souvent qui est justement individualisme, consumériste, où on se dit voilà, quelque part par exemple l'école c'est la garderie, c'est même pour certains c'est même plus le fait de vraiment d'apprendre, de construire des citoyens, ça crée plutôt des travailleurs, etc. Et en fait je trouve que déjà, le message qui est envoyé sur le fait de baisser les budgets pour les collectivités locales, ça va clairement pas dans le bon sens, et qu'il faut faire vraiment attention à comment on considère la citoyenneté dans ce pays, parce que y en a marre en fait, et je pense qu'on n'est pas les seuls à en avoir marre. Là, il y a un hiver social qui se
qui se prépare. Et moi, je suis totalement pour que les élus locaux, à la manière de ceux qui ont revêti l'écharpe noire pendant le congrès des maires, qu'on aille dans la rue et dire, en fait, ça suffit, en fait. Une manif d'écharpe tricolore sur les Champs-Élysées, je suis super chaud. Ouais, Je suis franchement, giga moi chaud. aussi. Alors là, on va faire les meilleurs backseats de l'histoire. Vincent, vas-y. Et je pense qu'il faut. On a une association des maires de France qui est un peu caricaturale, avec le maire de Cannes à la tête, un vice-président qui est un dinosaure socialiste, qui est un peu old school. Et à chaque congrès des maires, on crie au loup, quoi. C'est terrible. Heureusement qu'il y a les maires, on nous assassine, le malaise. Des maires qui démissionnent. D'ailleurs, les études montrent que les maires démissionnent souvent pour des raisons politiques, parce qu'ils ont perdu leur confiance au conseil municipal, et que c'est pas principalement des questions de mal-être ou quoi. Parce que la réalité, c'est que par rapport à des gilets jaunes, des maires célibataires qui n'arrivaient pas à s'en sortir, des gens qui faisaient des jobs en 3-8, qui avaient le prix du gasoil qui augmentait, etc., bah, nous, on est quand même, quel que soit notre échelon de collectivité, on fait un truc qui est formidable. On est quand même plutôt des privilégiés. Et puis si on en a marre, on n'a qu'à démissionner. Je veux dire, à un moment, on peut être les relais d'une colère, mais ces mouvements des maires qui mettent une écharpe noire sur leur écharpe tricolore en mode on est en deuil, c'est terrible, on assassine les élus locaux. Enfin, la démocratie, elle est quand même locale, elle est quand même très vivante. On en a la preuve ce soir. Et quand même, ce qu'on fait, c'est assez formidable. Et donc, il faut pas être broyer du noir sur la condition des élus. Il ne faut pas non plus tout peindre en rose. Moi, j'ai entendu un plaidoyer pour la ruralité. La Saône-et-Loire est un territoire aussi très rural. On a une communauté de communes qui dysfonctionne assez largement, mais on a plein d'élus ruraux et de communes rurales tout autour, parfois de moins de 100 habitants ou 150 habitants. Bon, la ruralité, il y a des choses géniales qui se passent. Il y a des petits villages du Morvan, de montagnes qui s'en sortent. C'est aussi l'endroit où les gens ont le plus voté pour le Rassemblement national, à des niveaux mais délirants. Moi, ma circonscription est tombée Rassemblement national. Oui, mais tu continues à te battre pour elle. Non, mais bien sûr, mais oui, on a une différence très très forte sur l'expression des citoyens, sur les dernières élections législatives, avec des territoires ruraux qui ont très très fortement voté pour le Rassemblement national et où les partis dits de gouvernement ou modérés qui ont plutôt résisté dans les petites villes, les villes moyennes et les métropoles. Et donc, il y a des choses formidables qui se passent. Il y a aussi une colère ou un suffrage extrême qui est aussi très inquiétant, avec parfois l'expression d'une colère démocratique, parfois des idées foncièrement d'extrême droite, de xénophobes, etc., qui peuvent aussi s'exprimer par ce vote. Donc, moi, je respecte beaucoup, et quand je dis chef de tribu, c'est aussi un super job de mener sa tribu. Et je pense que on pourrait en discuter, ça pourrait être plus efficace si on regroupait potentiellement, et on fusionnait certaines communes. Ma commune a fusionné avec le quartier d'à côté, qui était le quartier populaire. Il y avait la ville, et puis à côté, la commune d'à côté, c'était uniquement le quartier prioritaire politique de la ville. Et les deux ont fusionné. On a fusionné. Donc en Bretagne, par exemple, je pense qu'il y a des endroits aussi où ça se passe bien et des endroits où ça se passe moins bien. La Bretagne, il y a des territoires où la coopération entre les gens, la coopération entre les élus, le mode de pensée, influencé en partie par la démocratie chrétienne, en partie par d'autres courants de pensée, mais où j'ai l'impression que ça se passe un petit peu mieux en termes démocratiques en France que dans d'autres endroits. Mais en Bretagne, c'est aussi là où les gens se sont le plus regroupés et ont réussi à faire des fusions de communes intelligentes, créer de la base et pas imposées par le dessus. Mais voilà, il faut vraiment nuancer. Les maires ne sont pas tous, même si, oui, sur les réseaux sociaux, moi j'ai eu ma voiture d'incendié parce que je me suis opposé à un mariage qui allait partir en cacahuète. J'ai gagné devant le Conseil d'État, mais entre-temps, ma voiture avait été cramée. Bon, donc oui, il y a des choses qui ne sont pas plaisantes et il faut avoir une certaine carapace et c'est sûr que ce n'est pas rigolo tous les jours. Mais les élus locaux ne sont pas tous complètement déprimés et les gentils citoyens ne sont pas tous des coopérateurs parfaits et il y a peut-être à nuancer en fonction des endroits et en fonction des régions. J'ai compris que tu ne serais pas à la manifestation d'écharpe tricolore avec Lorraine. Ça, ouais. Dommage. C'est con, ça aurait été beau, l'affiche aurait été chouette. Mais juste, oui, effectivement, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, mais c'est juste, moi, ce que je voulais souligner, c'est que la fonction d'élu, c'est quand même, justement,
finalement, comme le reste des fonctions politiques en France, quelque chose qui est assez réservé aux personnes qui sont privilégiées, qui peuvent se permettre justement, pareil pour le bénévolat, qui peuvent se permettre de faire du bénévolat, qui peuvent se permettre de parfois financer leur propre campagne, etc. Et ça, je trouve que c'est effectivement aussi un problème démocratique. Et c'est aussi pour ça que, par exemple, il y a beaucoup moins de jeunes élus en France et que l'extrême majorité, donc c'est plus de 60%, il me semble, des élus en France, et tant mieux, sont retraités. Je pense que ça dit aussi quelque chose. C'est aussi un de problème notre d'attachement au territoire. ouais, Enfin, de pas notre d'attachement, démocratie. pardon, mais c'est le fait qu'il y a une mobilité pour les étudiants, notamment, qui Oui. du coup, ils se présentent pas à la mairie parce qu'ils savent pas si dans 2 ans, ils seront Totalement. pas dans une autre ville. Mais je vois ce que tu veux dire. Et sur la question du bénévolat, c'est effectivement vrai. Et en même temps, on voit dans toutes les études que les personnes qui donnent le plus de leur temps, c'est les plus pauvres. Totalement. Je reviens vers toi, Stéphane. J'ai vu que tu avais annoncé quand même un budget en augmentation de 300 millions d'euros pour l'année prochaine. Alors non, Non. j'ai dit surtout que il était hors de question face, parce que vous savez, dans notre pays, et en plus j'ai une opposition qui adore ça, elle se fait des fantasmes autour de la dette. Moi, je préfère laisser avoir de la dette auprès des banques que d'avoir de la dette auprès des enfants de la Seine-Saint-Denis, parce que j'aurais pas fait la transition écologique, parce que j'aurais pas rénové ou construit les collèges dont ils ont besoin, parce que je leur aurais laissé un cadre de vie inadapté avec ce qu'on va vivre. Et donc, moi, je refuse d'être obnubilé par cette histoire de dette. J'essaye d'être raisonnable, j'ai été noté par des agences de notation, je n'ai jamais aucun de mes budgets qui a été contesté par ni la préfecture ni la Chambre régionale des comptes. Et donc, face à la situation actuelle, et en plus parce que la Seine-Saint-Denis sort d'une période un peu faste, avec les Jeux Olympiques et Paralympiques, on a eu beaucoup d'investissements, on a eu beaucoup d'équipements sportifs, piscines, logements, routes. Face à ce qui nous attend, et les territoires, chacun des territoires a ses spécificités, mais les territoires urbains, denses et populaires, si on ne fait rien, ils vont aussi morfler face au réchauffement climatique, parce que toutes les études le montrent, c'est quand même ceux qui sont les moins pollueurs qui vont être le plus victimes du réchauffement climatique. Donc je pense qu'il faut aider à rénover les habitations, il faut aider à rénover les équipements publics, il faut avoir des espaces publics et des routes qui laissent un peu moins de place à la bagnole pour favoriser d'autres types de déplacements. Et donc, moi, je considère que dans la période actuelle, il faut investir massivement. Et je ne suis pas un dangereux gauchiste. Jean Pisani-Ferry, qui a conseillé le président de la République, il dit il faut, je crois, mettre 25 à 30 milliards sur la table pour faire la transition écologique. Le patron de la Caisse des dépôts, qui n'est pas non plus un grand gauchiste, M. Lombard de la Caisse des dépôts, il explique que il faut transférer la dette écologique sur la dette financière. Enfin, c'est quand même ça le défi de notre génération. Et donc, moi, face à ce qui attend là, y compris compte tenu des décisions gouvernementales, le gouvernement donne des leçons aux collectivités locales. C'est quand même le même ministre des Finances depuis 7 ans, M. Le Maire, qui a pris les finances de notre pays avec 2000 milliards de dettes et qui est parti donner des cours je ne sais plus où, en Suisse, je crois, et qui nous rend tout ça avec 1000 milliards de dettes supplémentaires. Parce qu'il a fait des choix chaque année, c'est de faire des cadeaux fiscaux aux plus riches de ce pays. Soit le budget de la nation s'est privé chaque année de 50 à 60 milliards de recettes. Et ce n'était pas pour les donner aux plus pauvres, c'était pas pour... puisque quand même les inégalités ont augmenté, la crise de logement n'a jamais été aussi grande dans notre pays, et maintenant il vient nous dire faites plus de dette. Bah écoutez, moi je suis prêt à avoir le débat sur la dette. Encore une fois, face à ce qui nous attend, face aux investissements, moi, je n'ai pas envie que dans quelques années, on se retrouve avec des valances tous les 4 matins parce qu'on n'aura pas fait ce qu'il faut. Donc oui, je suis prêt à assumer le fait de faire plus de dettes pour faire face aux défis qui sont devant nous. On verra ce qui sera retenu par le gouvernement, quoi qu'il advienne dans les prochaines semaines. Et on sait que ce sont des semaines à haut risque pour Michel Barnier. Prêtez attention au sort qui sera réservé aux collectivités locales.